Je voulais revenir avec vous sur un autre sujet. C'est quelque chose qui vous intéresse depuis quelques semaines, voire quelques mois maintenant, que moi je suis régulièrement votre blog. C'est le dossier ukrainien, un dossier assez sensible. Et on vous a vu notamment récemment sur BFM Business, dans Les Experts, nous expliquer que le nouveau gouvernement ukrainien démocratiquement mis en place était en fait composé d'entièrement de néo-nazis, et vous avez brandi les images, les photos à l'appui, et c'était vraiment, moi je suis resté bouche bée de voir ça à la télé, parce qu'on a tellement plus l'habitude de voir tout simplement d'entendre des vérités à la télé, que c'est vrai que moi... Ah bah c'est vrai, si on fait pas un peu de kidnapping médiatique pour arriver à faire passer quelques... Ouf, c'est même plus des opinions, c'est celle-là, mais quand on est au stade de faits, qui ne sont même plus diffusées, c'est vrai que ça en dit long sur le degré de non-démocratie dans lequel on est. Il y a une jolie phrase de Jean-François Revel aussi qui disait que le problème de la démocratie n'est pas l'opinion publique, mais l'information de l'opinion publique. Évidemment, tout est là. Donc quand on a des présentations systématiquement biaisées, des faits passés en permanence sous silence, on se rend compte qu'on arrive à réaliser une propagande assez éhontée, avec des conséquences, comme on le voit, de plus en plus dangereuses sur notre propre sécurité, en fait, et nos intérêts stratégiques à long terme de coopération avec des pays comme la Russie. C'est stupéfiant. Moi, je suis un grand admirateur de Noam Chomsky. C'est vrai que ce qui se passe n'est pas nouveau, mais la propagande là... Voilà, il n'y a qu'à remonter à l'Irak et les fameuses fioles d'armes de destruction massive, à les couveuse irakiennes, à la guerre du Vietnam. Il n'y a rien de vraiment nouveau. Simplement, on est à un stade, sur ce dossier-là, de manipulation qui est d'un niveau vraiment éhonté. On en est jusqu'à soutenir des fascistes, clairement. Alors ça, c'est pas que nouveau, largement soutenu Pinochet aussi il y a 40 ans. Mais voilà, c'est juste à nos frontières, on a des informations, on a des photos qui circulent. Donc, en termes de propagande, le deuxième sujet, c'est que c'est très dangereux. On n'est plus en train d'aller essayer de manipuler pour aller bombarder Saddam Hussein ou Kadhafi, ou la rigueur, on le fait, ça fâche, mais enfin, il n'y a pas de drame majeur. Là, on est en train de secouer des choses qui peuvent extrêmement mal tourner. Alors, pas forcément en termes de guerre en tant que telle, mais en tout cas des problèmes économiques. Les Russes ont sans doute de quoi bousiller nos économies assez facilement, vu les niveaux de fragilité ahurissants de nos banques, de nos systèmes d'hyperspéculation qui se comptent en dizaines de milliers de milliards de dollars. Enfin, c'est des choses qui sont fabuleuses. Et on voit cette opération d'intoxication ahurissante, avec des comportements de l'Union européenne là-dedans aussi, qui est extrêmement peu dénoncé, alors qu'elle a joué un rôle de grand malade dans cette volonté de s'étendre. C'est quelque chose qui veut s'étendre, c'est pas la Russie, c'est bien l'Union européenne, et on le voit sous nos yeux, pouvoir encore s'étendre vers l'Est, essayer de piquer l'Ukraine à la zone d'influence russe, en tout cas sans voir les conséquences que ça peut avoir, tenir des propos d'un niveau d'insultes qui sont incroyables. Je trouve les Russes modérés là-dedans, parce que écoutez, quand vous prenez des mensonges tous les 4 matins et que vous voyez à vos portes des gouvernements fascistes qui vénèrent tous les Ukrainiens qui ont collaboré avec les nazis pour aller tuer les Russes par millions, c'est proprement stupéfiant. Alors, dans le meilleur des cas, ça finira pas trop mal, mais il y aura juste une réorientation du monde où on décide clairement au niveau de l'Union européenne d'aller s'attacher avec les États-Unis qui sont en train de couler, on coulera avec eux. Et donc on va accélérer ces choses-là en se fâchant de plus en plus avec les pays émergents qui sont outrés par notre double langage, par notre comportement dans ces histoires-là. Mais pourquoi avoir décidé justement de parler du dossier ukrainien? Il y a quand même eu d'autres dossiers avant qui étaient un peu similaires, la Syrie, la Libye, en permanence il y a presque une guerre qui est déclenchée comme ça tous les ans depuis 15 ans. Pourquoi le dossier ukrainien?
Laurent Fabius qui dit que des nazis sont pas d'extrême droite, enfin c'est quand même pas tous les 4 matins non plus, je veux dire c'est quand même une vidéo d'anthologie ce truc-là, donc déjà rien que sur ce fait-là, enfin quand on en a mis la tête gros comme ça avec Dieudonné en janvier-février, enfin vous voyez ça, puis en mars-avril, tiens les nazis maintenant ils sont pas d'extrême droite. Et des gens qui font des jolis, c'est fabuleux. Hein. D'ailleurs pas plus tard que il y a 2 jours, il y avait encore un défilé à Lviv dans l'est de l'Ukraine de quelques milliers de personnes en souvenir des gentils Ukrainiens qui sont allés se battre dans la Waffen-SS Galicie, créée le 28 avril 1943, c'était l'anniversaire. Ils vont gentiment manifester en souvenir de grand-papa qui est allé se battre contre les Russes. Bah, vous voyez, ça c'est quand même stupéfiant aussi ce qui se passe dans ces zones-là, hein, quand vous creusez ça, sans jeu de mots. Et au mois d'août de l'année dernière, ils sont tombés sur des cadavres de Waffen-SS, ils les ont réinhumés avec les grands honneurs, avec les maires, avec les autorités locales, dans l'église et les compagnies, et pour réenterrer ces gens-là dans un joli cercueil, ils se sont habillés en Waffen-SS, vous voyez ce défilé-là, dans l'ouest de l'Ukraine. Qui en parle, personne. Dites juste, ces gens-là, attendez, on se bat pour qu'ils rentrent dans l'Union Européenne en fait. Bah, pas moi, merci. Oui, d'autant plus qu'il y a en plus un volet économique aussi qui n'est pas très réjouissant. Quand on sait que le SMIC est de 100 € en Ukraine, on se dit que si on fait un marché commun avec ces gens-là, mais on va vraiment tuer à vitesse grand V notre industrie. Hein. Oui, pourquoi on le fait? C'est ça qui est toute la question en fait. Pourquoi on est assez fou pour faire ça encore? Alors, évidemment, vous avez encore cette idéologie. Depuis 30 ans, tiens, c'est marqué libre-échange, donc c'est bien, on va le faire avec n'importe où. Enfin, moi j'attends qu'ils fassent maintenant libre-échange avec le Burundi, des trucs comme ça, je sais pas, donc peut-être nous ouvrir à tous les 4 matins, tant qu'il y aura des crèves la faim pour qu'on soit mis en concurrence avec eux, dans des conditions déplorables et pour nous et pour eux. Parce qu'en plus c'est très mauvais pour l'Ukraine. Enfin, ce dossier est proprement hallucinant, et pourquoi je m'en suis occupé? Pas parce que plus j'ai creusé, plus j'ai trouvé des choses ahurissantes dans la réalité de la situation ukrainienne, qui est complexe, sur un pays très divisé, dans le comportement de l'Union européenne, mais qui fronce le délire sur certains points, enfin en tout cas l'aveuglement diplomatique, scandaleux, où jamais on se demande sur ce qu'on est en train de faire, quelles sont les conséquences sur les autres pays, comment ils vont réagir, quels sont leurs propres intérêts, c'est-à-dire ces minimums de diplomatie, en tout cas d'essayer de faire en sorte de trouver des équilibres là-dedans. On a des intégristes, les mêmes talibans, qui agissent de la même façon qu'ils agissent depuis 30 ans dans le domaine économique. Hein. Il y a pas de... Là, c'est la même imbécilité crasse, hein. Il n'y a pas de spécificité, mais sauf que quand vous quittez le terrain économique et que vous arrivez sur le terrain diplomatique, alors là, si vous voulez, il vous faut plus 40 ans pour avoir des problèmes, il vous faut 40 jours. Et des problèmes qui sont autrement plus conséquents que ce que vous avez en économie. Donc voilà, tout ça a mérité de regarder ça de près. Moi, j'ai vu que la situation était explosive, j'ai vu comment l'Union européenne se comportait, je me suis dit, tiens, on est dirigé par François Hollande et Barack Obama, donc j'ai eu peur, et je me suis dit, bah, tout est là pour que ça se passe de plus en plus mal avec la Russie, évidemment. Parce qu'en plus, pas de bol, en Russie, il n'y a plus Helsinki qui, au moins à 4 grammes par jour, disait oui à tout ce qu'on lui demandait et sacrifiait les intérêts de la Russie. Il y a quelqu'un aussi qui défend les intérêts russes, qui a juste aussi maintenant 80% de bonnes opinions dans sa population. Je pense que Scooterman premier avec ses 15% de popularité, faut peut-être aussi arrêter de donner des leçons de démocratie à tout le monde, parce que c'est pas glorieux, en tout cas on devrait s'interroger sur ce qui se passe aussi à ce niveau-là. Et voilà, et on voit que depuis 2 mois, la situation, vous me contredirez pas, c'est pas vachement amélioré. Mais c'est clairement pas donc, dans l'intérêt de l'Union Européenne d'agir de la manière dont elle agit, d'aller se brouiller avec le voisin russe. Ceci étant, c'est honnête, je pense que c'est pas dans l'intérêt de l'Union Européenne d'exister aussi. Voilà. C'est pas le nôtre. Donc, ça veut dire après, partant de là, si vous voulez, c'est sûr qu'il n'y a plus de limite. Donc ça veut dire qu'on admet derrière que la construction européenne est quelque chose qui est piloté par les Américains depuis le début, alors. Oui, je sais pas jusqu'à quel point, oui, évidemment que les Américains sont derrière depuis le début. J'ai pas trop le terme américain, c'est piloté aussi très bien par les socialistes et les démocrates chrétiens chez nous. Hein. C'est la même idéologie assez folle de... C'est un nationalisme aussi quand vous regardez très fort. Eux qui vomissent sans arrêt des insultes sur des méchants nationalistes face à eux qui seraient des gens purs, machin. Enfin, moi je vois qu'en général des gens plutôt équilibrés, même si on est contre l'Union Européenne ou contre ses dérives. On trouve qu'il y a des dérives qui devraient être
en tout cas un projet sans doute revu en profondeur, voire complètement dynamité, ce qui n'empêche pas de dire qu'il faut des coopérations en Europe et des choses intelligentes. D'ailleurs, il faut des coopérations aussi avec pas mal de pays, avec la Russie, avec d'autres pays comme ça, une vision plutôt équilibrée. Face à nous, il y a des gens qui sont des nationalistes européens sévères. Mais comme c'est marqué Europe, a priori, c'est plus du nationalisme. Moi, quand on m'explique qu'il faut se construire parce qu'il y a plein de méchants aux alentours, qu'il faut vraiment être nombreux pour se battre, qu'il ne faut rien toucher, qu'il faut écraser tous les pays membres pour arriver à construire cette espèce de Babel, si c'est pas du nationalisme, c'est énorme. Pour avoir mon point Goodwin, c'est un peu comme si on disait non, Hitler n'était pas nationaliste, un cran en dessous, parce que regardez, il ne défendait pas la Prusse particulièrement, il défendait que l'Allemagne. Oui, bon bah là, effectivement, ils ne défendent pas la France, ils défendent une espèce de mammouth qui en plus n'existe même pas, qui n'a aucune. Il n'y a pas de peuple européen, il n'y a pas d'histoire européenne, il n'y a rien. Quoi. En plus, ils arrivent à être nationalisme d'un truc qui n'existe pas, qui n'a jamais existé, et puis qui n'existera jamais. Hein. Ça me semble assez clair. Donc il est clair que pour vous, l'Union Européenne, finalement, n'a pas de beau jour devant elle et qu'elle va exploser dans les mois, dans les semaines, dans les années qui viennent. Quoi. Oui, dans les années qui viennent, oui, ça me semble assez clair. Oui. De toute façon, dès qu'il y aurait l'explosion de l'euro, dès que vous aurez ce genre de... Regardez, tout est fait pour empêcher les Anglais de voter sur leur appartenance à l'Union Européenne. Vous laissez voter, ils se barrent vite. Et puis vous faites des campagnes démocratiques dans la plupart des pays. Je pense qu'il va y avoir pas mal de pays qui vont se demander s'ils ont encore intérêt à rester dans ce bordel-là qui leur empêche d'exercer les politiques qui leur correspondent. D'accord. Et on a des élections européennes là. À la fin du mois de mai, là, dans un mois. Ah, ça va changer les choses. Moi, je pense que finalement, ça va pas changer grand-chose, parce que les gens vont continuer à voter pour les mêmes partis qui les mettent dedans depuis 30 ans. Comment est-ce qu'on peut en arriver à avoir cette situation-là de gens qui continuent à voter pour les mêmes? Après, c'est un abrutissement médiatique et démocratique dont on paye les conséquences. Fondamentalement, on n'est pas en démocratie. Donc après, c'est difficile de dire comment je fais en restant pas en démocratie pour faire la démocratie. Oui, ça, c'est sûr que c'est pas possible. Vous voulez dire que le système de démocratie représentative n'est pas un vrai système démocratique, ou que en plus, vu que les médias jouent pas leur rôle, c'est plus ça. Bon, il y a des questions en effet sur la démocratie représentative qui pose un certain nombre de difficultés. Mais enfin, même sans aller trop loin, déjà le système actuel est un système plutocratique qui ne correspond absolument pas aux intérêts des Français. Vous avez un mode de scrutin qui empêche l'émergence de nouveaux partis, vous avez des problèmes de financement qui empêchent l'émergence de nouveaux partis, vous avez... Regardez ces fameuses élections européennes, contrairement à ce qu'avait dit le PS, c'est assez fabuleux, parce que le groupe PS au Sénat a voté un truc et le groupe PS à l'Assemblée a voté le contraire. Ils avaient eu un projet de refaire une circonscription européenne unique, au lieu d'avoir ces espèces de 8 régions ridicules européennes, et puis au dernier moment ils ont fait les comptes et puis ils n'ont pas fait. Pourquoi? Parce que quel est le but là-dedans? Évidemment, si je fais des régions plus petites, pour avoir un élu, il faut beaucoup plus de monde. Donc en clair, vous n'avez pas un élu au Parlement européen si vous n'avez pas au moins 8% dans une région. Oui, parce que la démocratie ça commence à 8%, ça commence à faire beaucoup. Sachant qu'il y a 75 députés sur une circonscription nationale, déjà à 2%, vous pourriez avoir au moins un élu. Donc avoir des choses qui vous permettraient de prendre la parole. Tout est fait pour dire, pour empêcher, le temps qu'il ne soit pas allé encore jusqu'à faire 74 circonscriptions, pour être sûr que ce soit que l'UMP, le PS qui est bien quand même un élu. Et ça, remarquez d'ailleurs que le Conseil constitutionnel, il ne trouve rien à dire à ça. Ça, vous faites une réforme pour piloter, essayer de récupérer un peu en cas de plans sociaux des entreprises rentables, et vous explique que c'est pas constitutionnel. Moi j'ai bien regardé la Constitution, ils ne parlent pas de ça. Mais c'est pas grave, ça vous explique qu'en 1989, quand ils ont voté le truc, là tout est marqué dedans, quand ça les arrange. Mais alors le fait qu'il y ait un Français sur deux qui ne soit pas représenté à l'Assemblée nationale, alors nos problèmes. Et ça pose pas de problème qu'il y ait un référendum de 2005 qui soit piétiné 2 ans après par une loi constitutionnelle, nos problèmes. Ça c'est dans la Constitution, il n'y a pas de problème. Donc évidemment, on est dans un système qui, structurellement, empêche les nouveaux partis, concentre l'argent sur des grands partis, empêche la démocratie interne. Regardez, il sort d'où François Hollande? Il sort de là parce que il a été... il a eu la chance à cause d'une femme de ménage à New York, sinon ce type-là serait évidemment pas président de la République. Parce que c'est le gars, lui, il a reçu le tampon du Parti Socialiste.
Et en face de lui, il y avait Sarkozy qui a reçu le tampon de l'UMP. On voit bien que ce pas des gens qui peuvent émerger démocratiquement dans un système électoral. Si vous n'avez pas l'adoubement d'un parti, dans des grands partis aujourd'hui, bon, le système fait que vous ne pouvez pas être élu, ce qui est profondément contraire aux institutions de la Ve République. Et De Gaulle avait des mots très durs sur le rôle des partis à l'intérieur. Donc voilà, mais après, si vous voulez, c'est difficile, les gens ne sont pas forcément prêts à entendre ça. Parce que déjà, pour une raison simple, c'est que c'est quoi la démocratie normalement? C'est censé être le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Donc le contraire de la démocratie, ça n'a jamais été la dictature. Et les gens ont ce réflexe-là. Ils se disent, mais non, on n'est pas dictature, donc on est en démocratie. Le contraire de la démocratie, c'est la non-démocratie. Quand vous avez un gouvernement qui n'est pas fait par le peuple, pour le peuple. Donc aujourd'hui, on a le gouvernement du peuple, ça on l'a. Mais c'est plutôt par les énarques pour les plutocrates. Ou pour nos oligarques d'ailleurs. On n'entend jamais parler de mot d'oligarque en France, puisque c'est à la mode en ce moment avec l'affaire ukrainienne. Les Bouygues, les Dassault, si c'est pas des oligarques, moi je ne sais pas ce que c'est. Hein. Enfin, faut pas le dire comme ça. Et qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs, vu qu'on parle de ça, des idées d'Étienne Chouard, qui lui est pour une démocratie avec un système de tirage au sort? Il a des idées intéressantes sur le tirage au sort. Moi j'ai plutôt tendance à défendre l'idée d'un Sénat tiré au sort. Ouais, déjà ça permettrait de commencer à accoutumer. D'avoir deux assemblées dont une tirée au sort. Bien sûr, on a deux assemblées. Bah, on fait deux assemblées, c'est intéressant d'avoir deux assemblées. Si c'est les mêmes personnes dans les deux assemblées, ça sert à quoi? Et pourtant déjà rien que ça sert quand même. On voit que le Sénat arrive parfois à faire des trucs. Vous avez deux lectures, même des mêmes partis, même des mêmes personnes. Bah, vous pouvez voir des choses, faire des points, voir des évolutions. Mais il faudrait que la deuxième assemblée soit constituée différemment. Sauf qu'en plus c'est l'assemblée qui a le dernier mot. Donc rien n'empêcherait d'avoir un Sénat tiré au sort, pourquoi pas, on pourrait essayer. Si ça ne marche pas au bout de 10 ans, ben on arrête, on fait autre chose. On n'a pas le droit d'avoir des expérimentations. Ouais. Enfin, on arrive à un niveau de crétinisme intellectuel qui est quand même assez étonnant. Hein. Il n'y a pas d'alternative, on ne peut rien changer. La démocratie, on ne peut rien changer. La monnaie, on ne peut rien changer. L'économie, on ne peut rien changer. Le libre-échange, on ne peut rien changer. On ne peut rien changer à rien en fait. Mais on nous dit qu'on est en démocratie. Mais il me semble que la démocratie, c'est pouvoir changer, justement. Évidemment, tout est fait pour qu'on ne puisse plus changer, la Banque centrale, pour qu'on ne puisse plus changer un certain nombre de choses. Et le rôle de l'Union européenne là-dedans est vraiment un rôle d'asservissement qui est stupéfiant quand on regarde, quand on réfléchit, et on le voit actuellement, ce qui se passe dans l'affaire ukrainienne. Donc quand vous dites qu'on n'est pas en dictature, c'est quand même une forme de dictature molle, je dirais, qui se fait par la fabrication du consentement, comme le dit Chomsky en réalité. Oui, bah ça Chomsky l'a très bien expliqué, mais je répète, la démocratie, le contraire, c'est la non-démocratie. À l'intérieur de la non-démocratie, vous avez la dictature. Ah oui, la dictature, c'est pas démocratique. Mais il y a aussi des systèmes, et on en vit un, qui ne sont juste pas démocratiques, mais qui sont, heureusement, plutôt libéraux, et où on reste effectivement libre. C'est-à-dire qu'on a le droit de critiquer, il n'y a pas de souci, on ne va pas en prison. Ça sert à rien, hein, mais voilà, on peut le faire, mais ça sert à rien. Oui, tant qu'on est sûr que notre voix ne sera pas trop écoutée, c'est-à-dire on a le droit de critiquer sur Internet, etc. Bien sûr. Bah, sinon après on vous dira que vous êtes d'extrême droite, et puis au moins on vous entendra plus, ouais, c'est facile, quoi. Et comment ça se fait que vous soyez le seul, justement, à prendre ce type de position dans ce qu'on appelle les médias dominants? Parce que je ne me suis pas fait lourder des médias encore, mais ça viendra peut-être. D'accord, vous n'avez pas peur justement de vous faire lourder de BFM, enfin qu'on vous rappelle plus, qu'on vous réinvite pas dans l'émission? Vous savez, c'est l'avantage d'avoir un blog. Vous savez, moi sur mon blog, il y a maintenant 300 000 visiteurs par mois, donc je m'exprimerai sur mon blog, c'est pas gênant, c'est pas mon but. Et puis, non, parce que sinon, si vous voulez que je reste longtemps dans les médias, c'est facile. Je veux dire, il faut signer le TAFTA, l'Union Européenne c'est bien, il n'y a pas de difficulté, il faut du libre-échange, vivement le libre-échange avec la Chine, avec l'Afrique, avec le monde entier, avec Mars et Vénus, on sera bien. C'est ça qu'il faut dire. Mais bon, après, voilà, est-ce que c'est aussi très intéressant? Enfin, je m'en fiche, hein, je ne suis pas payé moi dans les médias, hein, on ne vit plus, hein, je me fatiguerai moins, je dormirai plus le matin. Oui, voilà, c'est vrai que bon, vous avez quand même la chance d'avoir un métier à côté qui vous permet de vivre, donc vous êtes quelque part libre de dire ce que vous voulez. Oui, bien sûr. Bien sûr, bah, c'est une chance aussi. Enfin, je suis un citoyen comme un autre, moi. Je veux dire, à la différence des journalistes professionnels qui, eux, s'ils ne vont pas dans le sens du courant, bah, ils perdent leur place et puis ça plus quoi faire. Bien sûr, oui. Bien sûr. Et ça, en effet, le rôle des journalistes là-dedans est très... mérite aussi d'être souligné. Pas juste pour les critiquer d'ailleurs, hein, parce que souvent aussi, ce qui se passe, c'est que vous avez des pressions économiques. Enfin, pression économique, comment dire? Enfin, quand journaliste, vous lui dites, tiens Robert, alors ce matin tu me fais un papier sur l'Ukraine, cet après-midi sur le TAFTA, demain tu me parles de la situation à Chypre, puis après-demain en Turquie. Il fait comment le gars? Enfin, je dirais, c'est une semaine de boulot pour traiter bien un dossier. Bah, donc j'enchaîne les trucs et j'ai jamais le temps de les creuser, donc c'est sûr que ça va pas faire naître une imagination énorme. Puis c'est très drôle d'ailleurs, ce qui se passe en plus, la plupart ils regardent ce que disent l'AFP, ils répètent. Puis quand vous creusez un petit peu, si vous apercevez qu'à l'AFP, souvent c'est des stagiaires de 25 ans qui connaissent rien à rien.
mais le mec, il lance sa dépêche AFP, là, hop, ça arrive à AFP dans un journal, il dit, ah, bah, c'est l'AFP, attendez, RSP, c'est sérieux. C'est assez fou. J'ai fait l'exercice sur mon blog quelques fois sur une nouvelle, une dépêche AFP, on va percevoir juste que ça est repris, mais du Figaro au Monde, et puis aux journaux québécois, aux journaux canadiens, voilà, mais les mêmes phrases, les mêmes mots. Et un mec qui a écrit à l'AFP, c'est repris à 15 ou 20 000 exemplaires sur Internet. Enfin, c'est stupéfiant en termes d'influence démocratique, ce truc-là. Et dans un système où d'ailleurs il n'y a aucun contrôle. Pourquoi il n'y a pas une haute autorité on va dire de l'intégrité journalistique, je n'en sais rien. Enfin, quelque chose qui va s'assurer justement dans ce qu'on disait sur la formation de l'opinion publique, qu'on n'a pas d'exagération, qu'on entend bien les deux sons de cloche, qu'il n'y a pas des faits qui méritent aussi d'être mis en avant. Ce truc-là n'existe pas. Enfin, c'est quelque chose d'extrêmement moutonnier, avec des résultats extrêmement inquiétants sur l'opinion. Et il faudrait notamment à la télévision aussi qu'on ait un CSA qui fasse son boulot. Parce que même en période électorale, il y a toujours des partis qu'on n'entend jamais, c'est toujours 75% UMP et PS et 15% après Front de gauche. Ça, enfin, 5%. Mais... Oui, mais ça c'est sûr. Oui, mais ça le problème il est aussi en amont. Quoi. Si les partis, on me dit après ça se mord la queue, hein, ça démarre par où? Parce que quelque part, pour avoir droit à un temps médiatique, il faut représenter quelque chose. Donc pour représenter quelque chose, le mieux c'est de montrer qu'on a des élus. Vous avez des élus, vous aurez le temps médiatique. Mais l'ennui, si vous n'avez pas le temps médiatique, vous n'avez pas les élus. Donc je commence où en fait dans le système? Et c'est pour ça qu'un système, moi je défends quelque chose que je vois assez peu, qui pourtant est quand même pas très compliqué. Je défends plutôt l'idée d'un système proportionnel à prime majoritaire. Vous faites une vraie proportionnelle, et puis juste vous demandez après, une fois que vous avez... Vous ne pouvez pas faire qu'une proportionnelle, parce que si vous faites ça, il n'y a pas de majorité. Et la seule majorité qu'il pourrait y avoir, ce serait quelque chose du MP plus PS. Vous me direz, ça clarifierait, certes, mais enfin, bon, c'est pas ce qu'on peut souhaiter à très court terme là-dessus, mais simplement, vous faites, une fois que vous avez vos résultats et quelque chose qui ressemble à une assemblée proportionnelle, bah, vous demandez à chaque groupe qui veut gouverner ensemble, donc vous aurez bien un bloc de gauche, un bloc de droite, puis vous dites, bon, bah, une fois que j'ai le bloc, celui qui a le plus de voix après l'élection, je lui donne 52% des députés. Donc je donne une prime majoritaire, c'est-à-dire que je suis sûr que j'ai toujours une majorité, qui changera évidemment élection après élection, mais ça veut dire qu'au moins dans l'opposition, j'aurai une opposition qui sera à peu près représentée de façon proportionnelle. Et donc il n'y aura pas, comme aujourd'hui, un immense groupe UMP. Il y aura, oui, c'est ça, il y aura le FN, enfin, c'est un parti qui a le droit d'avoir des représentants, mais il y aura aussi des places pour les centristes, il y aura des places pour les écologistes qui ont bien le droit d'être représentés sans cirer les pompes du PS, etc., etc., etc. Puis des nouveaux partis, puis des nouveaux mouvements. Et puis comme ça, dans une élection, vous aurez un parti qui naîtra, qui fera 1%, puis fera 2, puis fera 4, puis fera 10, s'il est intéressant. Donc vous pouvez avoir quelque chose qui émerge aujourd'hui, vous ne pouvez pas, puisque c'est tout ou rien. Donc c'est un grave problème démocratique, et c'est aussi de ça dont on souffre, puisqu'il n'y a pas de représentation politique, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de personnes qui peuvent contester ce qui est annoncé par en particulier le gouvernement. Et donc effectivement, c'est roule ma poule, hein, il n'y a pas d'effet goûté. Enfin je répète, hein, ce qu'a fait Fabius, moi, je trouve scandalisé, enfin, c'est scandale. À l'Assemblée, il a pu se justifier, enfin, on va où quand on en arrive là? C'est sûr qu'il ne faut pas pleurer qu'après le pays arrive. Pour revenir un peu sur l'Ukraine, on voit que la Russie, quand même, après les menaces de sanctions, etc., réagit. Et là, elle annonce qu'elle a travaillé sur un système de paiement alternatif à Visa Mastercard pour ne plus dépendre justement de ces entreprises-là. Elle annonce qu'elle va se passer du dollar pour ces échanges, notamment sur les hydrocarbures. Donc on est vraiment dans un monde qui change en ce moment. Bien sûr, oui. Je pense que cette histoire va laisser des traces énormes, bien plus que ce qu'on pense, parce que c'est en train de faire apparaître toute l'hypocrisie de l'Occident, et on est en train de dire, avec les affiches 4 mètres par 3 à la Chine, à l'Inde et évidemment à la Russie, nous faites pas confiance, voilà, on va continuer à agir comme il y a 40 ans, sauf que le monde a changé. Je relisais deux choses d'ailleurs de Keegan, qui était un des conseillers proches du gouvernement américain des années 50-60, qui avait un côté cynique, puisque c'est lui qui en 48 a dit on a 60% des richesses, 6% de la population, il faut se débrouiller pour que ça ne change pas en fait. Bon, c'est cynique, mais enfin c'est ça aussi la démocratie. La société en 98, parce qu'il a vécu centenaire, il avait hurlé aussi contre l'extension de l'OTAN. Il avait dit, vous arrêtez d'élargir l'OTAN, c'est une alliance défensive, vous ne mettez pas tout et n'importe quoi là-dedans, on va finir par partir en guerre à force d'élargir ce truc-là.
Et on est voilà, à ce moment de rupture où des choses très fortes vont se jouer, si tout va bien en quelques trimestres, si tout va mal en quelques jours. Évidemment, ça peut mal tourner cette histoire. Si vous voulez, on peut s'y arrêter quelques minutes, parce que quand même, ça vaut le coup de se poser et de regarder ce qui se passe dans cette histoire-là. C'est quoi l'Ukraine? L'Ukraine, c'est ce petit pays donc à la frontière entre finalement maintenant l'Union Européenne et la Russie, puisqu'il a des frontières avec ces deux blocs. Quand on regarde d'assez près, on voit que c'est un pays qui est vraiment divisé en deux. Une jolie diagonale, avec d'un côté un pays qui parle russe, qui a une histoire russe, qui est plutôt russophile, qui travaille économiquement énormément avec la Russie. Et puis vous avez une autre branche qui est plutôt pro-occidentale, qui parle ukrainien. Et encore elle-même se subdivise encore en deux. En tout cas, si on prend la principale scission, on est plutôt à quelque chose comme 60% on va dire pro-occidental et 40% plutôt pro-russe. Ce qui pose plein de difficultés sur cette base-là, qui va poser d'ailleurs beaucoup de questions démocratiques aussi, comme on verra dans les semaines qui viennent. L'économie ukrainienne, en gros, est en faillite avancée. L'économie ukrainienne, l'industrie, se situe essentiellement dans l'Est. C'est le poumon économique, il est là, et il travaille qu'avec la Russie. Le peu de commerce qu'ils font avec l'Union Européenne, c'est plutôt des matières premières qu'ils nous vendent. Donc voilà la situation du pays. Donc c'est un pays qui n'a aucune existence historique réelle, qui apparaît sur une carte en 1920, mais enfin dès qu'il apparaît, il est intégré dans l'URSS. Donc autrement dit, une région de l'URSS, ce truc-là. Donc le pays vraiment est né en 1991, au moment où l'URSS meurt. Donc ce pays est aussi vieux que ce que l'URSS est, enfin depuis le temps que l'URSS est morte. Donc autrement dit, c'est quand même à peu près rien. Et ça naît d'ailleurs sans demander leur avis, en tout cas à chacune des régions, pour voir ce qu'elles veulent faire. Ça part brutalement de l'Union soviétique. D'ailleurs, ça part en ne respectant pas du tout la constitution de l'Union soviétique, qui ne l'autorisait pas à partir, mais là, quand c'est pour partir de l'Union soviétique, les constitutions, on s'en fiche. Mais quand c'est le contraire, non, on s'en fiche plus. Donc c'est aussi encore la géométrie grandement variable. Et en tout cas, ce pays a un accord de libre-échange avec la CEI, en gros, avec le monde russe. Voilà la situation où on était jusqu'en 2000, enfin jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin 2013, en tout cas c'était ça. Donc le pays travaille énormément avec la Russie. Le président Yanukovych a été élu en 2010 de façon parfaitement démocratique. L'OSCE était sur place, a reconnu que l'élection était démocratique et gagne avec 53% des voix face à Timoshenko, la fille qu'on voit partout là avec sa petite coiffure ukrainienne. Dont on pourrait dire d'ailleurs beaucoup de choses. Ce qui est assez intéressant, c'est que même là-dedans, quand on regarde les résultats électoraux, le pays est coupé en deux, puisque Yanukovych gagne à l'est et Timoshenko gagne à l'ouest. Donc vous me direz, il se passe la même chose en France. Si on regarde la carte Hollande-Sarkozy, vous avez des maps. Effectivement, on sait que le sud-ouest en France était plutôt socialiste, que l'Alsace ou les Pays de Loire vont être plutôt à droite. Mais ce qui est fabuleux, c'est que vous avez un gradient électoral de l'est à l'ouest, région par région. Autrement dit, Yanukovych, à l'est, il fait 90% des voix. Et Timoshenko, à l'ouest, à la frontière, elle fait 90% des voix. C'est-à-dire que vous avez les deux candidats, 90% des voix de chacun de chaque côté. On voit que le pays est quand même extrêmement divisé et qu'il faut faire attention à ce qui se passe. Alors le fameux Yanukovych qui gagne, maintenant on le présente comme un pro-russe. Il a été vu un peu comme ça, parce que c'est plutôt les régions russes qui l'ont élu. Mais enfin, sous la pression des oligarques, assez rapidement, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de se détacher de la Russie. C'est là qu'il commence à négocier un accord d'association avec l'Union Européenne. On peut dire que le mec est vachement pro-russe puisqu'il veut s'associer avec l'Union Européenne. Enfin, ça, c'est pas grave, on évacue, c'est pas intéressant. En tout cas, à ce moment-là, il était gentil puisqu'il voulait signer l'accord de l'Union Européenne. Il ne posait pas de problème, il n'y a pas de problème de démocratie, il n'y a pas de truc. C'était un moment. Ils ont dit 2-3 trucs. Il embêtait un peu sur Timoshenko qui était en prison, que son opposant, son adversaire à l'élection s'est retrouvé en prison. Enfin, essentiellement aussi parce que c'est quand même une corrompue notoire qui est accusée d'avoir détourné 200 millions de dollars. C'est pas mal quand même comme détournement, mais d'avoir trempé dans 2-3 assassinats de journalistes. Ça aussi, on ne précise pas le dossier. À l'intérieur de cette chose-là, donc les négociations prennent beaucoup de temps. Et plus ça va, plus ça se tend.
Parce que dans l'accord d'association, qui au début était censé être un accord plutôt politique, se glisse un accord économique très fort. Et donc ce que demande l'Union, c'est de rajouter un accord de libre-échange avec l'Ukraine. C'est négocié d'ailleurs à l'époque, c'est assez amusant, par M. Poroshenko, qu'on voit un peu, puisqu'a priori il est donné gagnant pour la prochaine élection. Donc c'est un oligarque qui a plus d'1 milliard de dollars. Alors l'Ukraine, c'est le pays le plus pauvre d'Europe, mais alors il y a un nombre de milliardaires là-dedans, c'est assez fabuleux, qui se sont tous enrichis, évidemment au moment des privatisations des entreprises soviétiques. Mais là aussi, l'origine des fortunes, on passe assez rapidement là-dessus. Et donc ce monsieur-là était ministre de Yanukovych, a négocié en partie cet accord-là. Donc on en arrive dans des négociations en 2013, où l'Ukraine, qui a un traité de libre-échange avec la Russie, est en train de négocier un traité de libre-échange avec l'Union européenne. Et l'Union européenne, de façon assez magnifique, en février 2013, dans un sommet UE-Ukraine, dit très clairement, par la voix de Barroso, de mémoire, que l'Ukraine doit choisir et qu'elle ne peut pas avoir un accord de libre-échange avec l'Union européenne tout en ayant un accord avec la Russie. Donc c'est choisis ton camp, camarade. Alors, dans un pays qui, je répète, est extrêmement divisé et qui vit essentiellement du commerce avec la Russie. On se rend compte que c'est évidemment la connerie à pas faire et qui a été faite dans les grandes largeurs par l'Union européenne. Et d'ailleurs, très vite, la Russie réagit en disant que, bien entendu, s'il y a un accord avec l'Union européenne, elle ne peut pas garder son accord de libre-échange avec la Russie. Il semble que le président Yanukovych, qui est semble-t-il, on ne sait rien, je n'ai pas vérifié, on va le prendre comme tel, un corrompu notoire aussi. Je m'avance pas trop parce que tous les présidents ukrainiens sont corrompus depuis le premier jour, y compris les gens de l'opposition, enfin voilà, le personnel politique, et est un exemple de corruption dans ce pays-là. Et les nouveaux ne sont pas mieux que les anciens, mais je répète, à l'époque, comme il voulait signer un accord avec l'Union, c'était pas très gênant qu'il soit corrompu, monsieur. Il est probable qu'il ait voulu essayer de gagner sur les deux tableaux en se disant tiens, j'aurai un accord de libre-échange avec les deux à la fois. On ne sait pas s'il croyait vraiment, s'il était inconscient. Bon. Mais évidemment, ça ne passe pas. Et ça ne peut pas passer. Et évidemment, la Russie réagit fortement là-dessus. Parce qu'évidemment, elle a vu le coup. Évidemment, le problème venait de la Russie, essentiellement. Parce que si l'Ukraine a un accord de libre-échange avec les deux, ça veut dire qu'en gros, elle pouvait très bien acheter des produits de l'Union européenne sans droit et les revendre à la Russie sans droit. Ce qui revient in fine à avoir directement un accord de libre-échange entre la Russie et l'Union européenne. Et ça, c'est pas possible pour l'industrie russe, qui n'est pas du tout compétitive. C'est une évidence, que d'ailleurs a très bien dit Poutine, moi je ne peux pas avoir un accord de libre-échange avec l'Union européenne, ça viendra peut-être, mais pour le moment, c'est pas vu notre compétitivité qu'on peut le faire. Et donc, si c'est ça, il va falloir mettre des limites. Et ce qui pose de gros problèmes, parce que c'est vraiment dit, l'accord, c'est ça qu'il faut bien voir. L'Union européenne se met à négocier avec l'Ukraine un accord qui a un impact fort avec la Russie. Parce que forcément, s'il est signé, ça veut dire que la Russie est obligée de fermer la frontière. Enfin, fermer la frontière, de remettre des droits de douane, très fort, mais donc d'arrêter de commercer librement avec l'Ukraine. L'Ukraine, c'est quand même 45 millions d'habitants, c'est à la frontière russe, c'est une partie du business importante aussi pour la Russie. S'ils sont obligés de faire ça, ça va dégrader aussi l'économie russe. Pour bien comprendre, moi je prends l'exemple de Schengen avec l'Espagne. Imaginons que, imagine pas, il y a aujourd'hui un accord Schengen France-Espagne, imaginons que demain, l'Algérie demande à l'Espagne de signer un accord de libre circulation des personnes entre Espagne et Algérie. Alors on voit le truc, c'est-à-dire que les Algériens, nos problèmes pour aller en Espagne, et puis en Espagne et Schengen, nos problèmes pour aller en France. Je pense que ça ne plairait pas à la France, ce genre de situation. C'est exactement ça qui s'est passé. C'est brutalement, je ne tiens pas compte des intérêts, et puis je signe tranquillement un accord comme ça, sans voir la conséquence directe que ça va avoir sur les parties. C'est fou, c'est dément quand on regarde ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe à l'été 2013 ? Ça ne se voit pas trop dans les médias, on est passé largement au-dessus, mais la Russie commence à gentiment fermer un peu sa frontière. C'est-à-dire, bon, ils n'ont pas bloqué le truc, mais ils ont demandé à ses douaniers de faire la grève du zèle. Donc, où avant les camions ukrainiens rentraient en Russie, ça maintenant, les camions fait qu'ils déchargent tout, qu'ils contrôlent tout. Donc ça arrive l'été. Pour que le message soit d'ailleurs assez clair, ils font aussi ils pipotent sur des histoires de normes sur les chocolats ukrainiens. Pourquoi les chocolats ukrainiens ? Parce qu'en fait, l'industrie chocolatière ukrainienne appartient à M. Poroshenko. Donc c'est un message assez clair au monsieur en disant bon voilà ce qui va se passer si vous continuez. Mais je répète, c'est pas que des sanctions méchantes contre lesquelles, c'est aussi quelque chose de dur pour la Russie. Si je continue mon petit exemple, c'est comme si là aussi demain,
on coupait brutalement la frontière avec l'Italie. On remettait des droits de douane énormes avec l'Italie. C'est pas bon pour l'Italie, c'est pas bon pour le sud-est de la France, qui ne va pas apprécier tout d'un coup de pouvoir commercer librement avec l'Italie. Donc on est sur cette phase de tension forte. Qu'est-ce qui se passe pendant l'été? De nouveau, l'Union européenne qui n'est pas contente. L'Union européenne se met à engueuler la Russie. En disant, mais c'est scandaleux, la Russie fait pression sur l'Ukraine pour qu'elle ne signe pas. Ah oui, mais c'est son partenaire commercial direct. Je ne parle même pas aussi des liens historiques de la Russie avec l'Ukraine. C'est pratiquement le même peuple, ce truc-là. La Russie, ça naît dans le Rousse de Kiev au 9e siècle. Pour les Russes, l'origine du peuple russe, c'est Kiev, c'est en Ukraine, c'est pas chez nous. Donc les négociations patinent, il y a de plus en plus de tensions, il y a des propos qui sont ahurissants, je répète, de l'Union européenne avec la Russie en disant ce que fait la Russie est scandaleux. Alors, je reprends mon exemple de libre-échange Algérie-Espagne, c'est vraiment l'Espagne qui dirait, l'Algérie qui dirait non, c'est scandaleux que la France ne soit pas content de l'accord qu'on a signé avec l'Espagne. En quoi ça la regarde? Ça la regarde beaucoup. C'est ça qui est fabuleux. Donc, pour la faire courte, ce qui se passe au mois de novembre, c'est que le président ukrainien dit moi, je ne vais pas signer, finalement, avec l'Union européenne. Il ne dit pas définitivement. Il dit on va différer, on va regarder, parce que c'était censé être signé au mois de novembre, cet accord-là. Il y a notamment eu Poutine aussi qui est intervenu pour proposer des rabais sur le prix du gaz et qui a proposé 10 ou 15 milliards de... En fait, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'à la rentrée 2013, l'Ukraine a eu de gros problèmes économiques, de plus en plus de problèmes économiques. Sa balance commerciale va dans le rouge, ça va mal en Ukraine, vraiment mal. Et donc ce que fait gentiment... Surtout, on lui a reproché, je ne vois pas trop pourquoi il a reproché, Yanukovych dit moi je veux bien signer avec vous, mais ça a des conséquences, parce que déjà quand je signe un accord d'association et de libre-échange, ça veut dire qu'il faut que je prenne les normes européennes. Donc autrement dit, il faut que je mette à niveau l'industrie et l'économie ukrainienne sur des normes occidentales. Ça coûte une blinde. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il demande de l'argent. Alors très drôle, première réaction, c'est « t'auras rien, vieux ». Première réaction, c'est fabuleux, c'est « t'auras rien ». On dit « attendez, on vous ouvre l'Union européenne, ça vous suffit, vous avez accès au plus grand marché sans droit, démerdez-vous. » Mais l'Ukraine, c'est le pays le plus pauvre de l'Union européenne. Vous avez parlé tout à l'heure, en effet, le SMIC ukrainien, c'est 100 € par mois. Le revenu moyen par habitant, c'est 30% de moins que celui de la Chine. C'est bien moins que celui de l'Irak, c'est bien moins que celui de la Namibie. Je veux dire, la Roumanie, c'est le Pérou pour l'Ukraine, le niveau. Et c'est pas une blague, le niveau de vie roumain, c'est 3 fois plus grand que le niveau de vie ukrainien. Le niveau russe, c'est pareil, c'est de 1 à 3. Donc le gars, il commence à gueuler, ça va pas le faire. Et au final, l'Union européenne se fait tirer l'oreille et parle de l'aider à hauteur de 600 millions d'euros par an. Donc autrement dit, à peu près rien. Très belle déclaration de François Hollande aussi en novembre qui dit de toute façon, attendez, c'est quoi ces Ukrainiens? Ils veulent qu'on les paye pour qu'ils rentrent, rien du tout. Alors moi, pourquoi pas, c'est une décision moi, qui me va très bien en tant que contribuable français, je ne veux pas aider l'Ukraine. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on est allé les chercher si c'est pour pas leur donner de l'argent, ces gens-là, qui se débrouillent avec la Russie? C'est-à-dire qu'on va les chercher, ça les met en difficulté, ça met des causes avec la Russie, puis au moment de sortir le échec, on dit non, on ne va pas vous payer. Il ne faut pas le bordel alors, vieux, si tu ne veux pas payer. Et donc ce qui se passe, évidemment, Poutine arrive et dit moi je vais continuer à aider l'Ukraine, parce qu'en fait il y a des aides non négligeables de la Russie avec l'Ukraine. Il propose 15 milliards de dollars par an. Je répète, 15 milliards, 600 millions Union européenne. C'est... Bon, il choisit le gars, il va continuer. Et encore, c'est 15 milliards d'aides, plus 5 milliards de rabais sur le gaz tous les ans. Ça fait 20 milliards d'aides par an, 20 milliards de dollars que les Russes étaient prêts à donner à l'Ukraine. Bon, ok, ça c'est... Juste pour qu'il reste dans juste pour qu'il continue le libre-échange avec la Russie. Oui, tout à fait. Parce qu'il faut savoir que, aussi, ça c'est assez peu connu, mais il y a une vraie vision, ambition de Poutine, il a envie de faire un peu, enfin en tout cas de constituer une union eurasiatique, un peu sur le modèle de l'Union européenne. Espérons qu'il ne va pas faire les mêmes institutions, en tout cas cette idée de s'associer un peu sur l'ancien périmètre de l'URSS. Ma foi, c'est bien ce qu'on a fait, il me semble, en Europe. Je ne vois pas pourquoi la Russie ne ferait pas un accord avec le Kazakhstan, l'Ukraine, le Tadjikistan si elle a envie. Enfin, ça ne faut pas des masses en tout cas. En 2012, il faut entendre Madame Clinton qui hurle contre ça en disant que Vladimir Poutine ose essayer de reconstituer l'URSS et qu'on ne le laissera pas faire. C'est sa déclaration. On a compris ce qu'il veut faire, on ne le laissera pas faire. Alors que vous lisez ce que dit Poutine, moi le modèle de l'Union européenne, j'aime bien, je veux faire la même chose. En tout cas, au moins sur l'aspect de coopération économique et de zone. Ce qui est intelligent, on voit très bien que dans le monde dans lequel on est, il y aura sans doute des blocs qui vont se constituer.
pour commercer et réglementer. C'est-à-dire, on a clairement dit aux gars, on va pas te laisser faire parce que tu veux t'associer aux pays aux alentours. On est vraiment dans l'impérialisme américain dans toute sa splendeur, quoi. Oui, on est dans au monde entier ce qu'il veut faire. On est dans l'impérialisme européen aussi, j'entends jamais parler de ça quand on regardait de près. C'est ça. On reproche à la Russie d'avoir pris un confetti qui s'appelle la Crimée, dont on dira deux mots. Il me semble que l'Union européenne, c'est parti à 6, on est 28, on négocie avec la Turquie et ils veulent prendre l'Ukraine. Oh putain, lequel est en train de s'étendre comme la peste. Pas beaucoup la Russie. Quel pays a été envahi par la Russie depuis 30 ans par les États-Unis? On fait la liste, vraiment, on n'avait pas le temps, mais il y en a beaucoup quand même. Bon, on est sur quand même quelque chose de fabuleux. Donc au final, pour revenir à mes digressions, le président ukrainien décide, face à la mauvaise volonté européenne, d'aller plutôt négocier des choses avec la Russie, et signe au mois de décembre un accord avec la Russie, en concrétisant, en disant bon on va prendre votre argent et puis on va rester plutôt avec vous. Et c'est là que commence le fameux Maïdan. Alors de façon très démocratique, évidemment, qu'il y a plein de gens, enfin très démocratique aussi, on peut voir qu'il y a derrière. Mais enfin, je veux bien croire qu'il y a plein de gens, effectivement, dans l'Ouest, qui ont plutôt envie d'aller avec l'Union Européenne. Et donc, enfin, Maïdan, le premier soir, il y a 1000 personnes, hein, quand même. Au bout de quelques jours, il y a un peu plus, il y a 10 000 personnes, on voit qu'il y a des cartes qui viennent de l'Ouest. Vous regardez, au bout de 2 jours, les mecs, ils ont tous des drapeaux, Union Européenne et compagnie. C'est bien organisé, leur truc. Hein. On a trouvé des tracts qui étaient les mêmes tracts, on avait retrouvé dans les printemps arabes aussi. Ouais, oui, les mêmes tracts. Voilà, on sait aussi que les Américains. Oui, non, mais on sait très bien qu'il y a toutes les organisations américaines. Freedom House, les ONG, etc. Oui, enfin, les soi-disant ONG, qui sont quand même très ONG, en particulier celle de McCain qu'on a vu aller rapidement là-bas, qui finance et qui pousse à toutes les révolutions colorées qu'il y a eu dans ces zones-là. Mais je ne remets pas en doute le fait que voilà, il y a plein de gens qui ont eu envie d'avoir plus de démocratie, de rejoindre l'Union. C'est pas scandaleux. Enfin, moi, mon seul problème, c'est que bon, au plus fort des manifestations, il y a eu 500 000 personnes sur 45 millions d'habitants. Bon, c'est un peu ce qu'il y a eu avec la manif pour tous. C'est bien moins que ce qu'il y a eu pour les réformes contre des retraites Sarkozy. Dans un cas, c'est rigolo. C'est non seulement ces réformes-là, bon, ils n'ont rien eu, les manifestants en France, il me semble bien. Pas forcément, pas manifester, faire ce que vous voulez, sinon ça ne s'appelle pas la démocratie, justement. Donc non seulement ils n'ont pas eu ce qu'ils ont voulu, les manifestants en France, mais en plus il me semble qu'ils n'ont pas fait partir le gouvernement. Alors, regardez, c'est bizarre, en Ukraine, les mecs, il faut partir le gouvernement, il y a tout, de façon très démocratique. Donc on voit que ce qui a été passé sous silence, ça s'est cassé rapidement, le mouvement a été récupéré par des miliciens, enfin, je ne sais pas comment les qualifier, pas nationalistes. Oui, vous avez déjà Svoboda. Regardez Svoboda, Svoboda, c'est un parti qui naît en 91. Alors, Svoboda, ça veut dire liberté, c'est joli, hein. C'est pas le premier nom. Le premier nom de Svoboda, c'est le Parti National Social d'Ukraine. Avec un joli symbole qu'ils choisissent, parce que maintenant un symbole c'est une jolie main comme ça à 3 doigts. On peut dire des choses d'ailleurs là-dedans. Le premier symbole, c'est pas ça, c'est la rune du loup, qui était le symbole de la Waffen-SS d'Eisenreich. C'était ça le premier truc. C'était moins sexy. Ouais, c'est moins sexy, ça se vendait moins bien. Ils ont un intellectuel qui est plutôt quelqu'un qui s'occupe des géopolitiques. Et il a créé le centre d'études politiques Joseph Goebbels, le monsieur. Ah oui. Ouais, donc c'est des gens vraiment de qualité. Hein. Et donc voilà, qui représente une mouvance. Je ne peux même plus qualifier ça d'extrême droite. Hein, à un moment donné. Fascistes, néo-nazis, ils font souvent des manifestations, je répète, sur les FNSS Galicie ou sur l'UPA qui était une armée pendant la guerre de nationalistes ukrainiens qui a tué à peu près 100 000 femmes et enfants polonais en Ukraine. Hein, donc c'était des gens bien, ils manifestent souvent en mémoire de ces gens-là. Ils ont fait 10% aux élections en 2012. Ce qui a fait dire à BHC que finalement vous êtes 10% par rapport au Front National. Oui, donc c'était moins grave que Marine Le Pen en France. Donc c'est vrai qu'aller comparer, je ne défends pas Marine Le Pen, mais face à des gens qui, je répète, réunis avec les honneurs des Waffen-SS, c'est-à-dire qu'il faut quand même y aller. Et puis surtout, en effet, ils font 10% aux élections, Svoboda. C'est-à-dire que c'est facile, ils font 0 dans l'Est, et puis ils font presque 30% quand même en Galicie. Et les nazis qui font 30%, ça commence à faire quand même beaucoup. En tout cas, il y a un vrai soutien à ces gens-là. J'ai vu un sondage il y a 2 jours où le boss de Svoboda, il a quand même 26% de bonnes opinions en Ukraine, 66 de mauvaises. Ça fait beaucoup. Alors le monsieur, son pédigré, il est rentré dans le top 10 des antisémites du centre Simon Wiesenthal en 2012.
Pas mal quand même, hein, c'est joli victoire, oui, parce qu'il a dit qu'il fallait purger le pays des 400 000 juifs et autres, comment il a dit, autres pourritures, en particulier en faisant référence aux Russes. Ouais, les Russes qui sont là-bas, ça leur fait pas plaisir d'avoir des gens comme ça au pouvoir. Et donc ces gens-là sont des gens extrêmement violents. Et ils ont même un ancien... il y a même des mouvements encore plus violents qu'eux, en effet, le fameux secteur droit, qui a eu une part énorme là-dedans à Maïdan, qui a assuré l'autodéfense. Quand on regarde les gens, la plupart étaient armés. Et les manifestations ont dégénéré de plus en plus face à la police. La police était violente aussi. Mais enfin, quand on regarde, quand vous avez 10 000, 20 000, 30 000 personnes dans les rues qui occupent, moi je voudrais bien voir ça, imaginez 10 000 personnes armées à la place de la République en train de dire faut que l'on parte. C'est ça la démocratie? Parce qu'il a été élu, président élu. Il a sûrement plein de problèmes, le monsieur, je dis pas, mais en plus il va rester 1 an de mandat à faire à Yanukovych. Putain, ça valait le coup de faire de révolution, d'avoir des morts, de perdre la Crimée, de nous mettre le feu partout, pour que le mec est dégagé dans 1 an alors, si c'était... Un petit problème, c'est que quand même il était en tête du premier tour dans les sondages, 25% il était donné. C'est un score qui ferait rêver François Hollande. Mais non, il fallait le dégager d'urgence, parce que là, c'était... L'Ukraine, ça n'a jamais été une dictature. Quand vous regardez le niveau de liberté, c'était un niveau intermédiaire de liberté, donc c'était pas comme chez nous. Mais enfin, c'était pas au niveau des dictatures, genre l'Arabie Saoudite ou la Chine qu'on fréquente avec plaisir. C'était un niveau de la Turquie ou du Mexique. Donc pas parfait, mais enfin, c'était pas une dictature non plus énorme, d'après ce qu'on nous fait croire que c'était Ben Ali, l'ancien président. Enfin, c'est lui, il était en gros corrompu. Enfin, en termes de liberté en Ukraine, globalement, c'était pas, il y a des choses à dire, enfin, c'était pas dictatorial du tout. Et cette manipulation médiatique est quand même énorme, et au final, il y a de plus en plus... si vous regardez le fil des événements, ça se passe en 3 jours. Le 18 février, et ils ouvrent le feu sur les policiers. Et sur les manifestants. On a des non, le premier jour, les policiers n'étaient pas armés jusqu'au 18 février. Sauf que le 18 février, il soir, merde, il y a 6 flics tués par balle en fait. C'est con. Ils sont pas contents. Donc là, ils commencent à dire il va falloir qu'on arme les flics maintenant. Parce qu'effectivement, quand il y a des miliciens comme ça fascistes, façon 1934 devant l'Assemblée chez nous, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est une vraie question. Tout d'un coup, tiens, il y a des gens armés qui tirent sur la police, on fait quoi? Oui, effectivement, ils s'arment, il commence à y avoir des morts effectivement de part et d'autre. Mais c'est là qu'on arrive au 20 février, c'est un jour de boucherie, il y a à peu près 80 morts. Mais enfin, on fait croire que la police a tiré sur des gentils manifestants désarmés. Non, la police a tiré sur des gens armés, et des fascistes armés. Donc évidemment, quand vous avez ça, il se passe des trucs déjà sympathiques. Et c'est là qu'est arrivée par-dessus la deuxième manipulation, où aussi il est vrai que les flics ont tué des manifestants. Enfin, les mecs ont tué des manifestants. Alors ça aussi, on vous dit, il y a eu 80 manifestants qui sont morts. Des mecs qui ont des boucliers, des casques, des fusils. Moi j'appelle plus ça des manifestants, ça s'appelle quand même des putschistes. Ils sont dans la rue, avec des manifestants pacifiques et démocrates. Mais enfin, j'ai beau avoir 100 manifestants démocrates et gentils, je veux dire, si j'ai 5 mecs armés qui tirent sur la police, il se passe des choses quand même là-dedans. C'est à peu près ça, quoi. Bon, qu'est-ce qui se passe? Il se passe ces coups de feu, il se passe ces morts, et quand vous regardez, d'ailleurs, les gens qui sont morts, qui sont enterrés, vous regardez, il y en a plein qui sont membres de Svoboda, il y en a plein qui sont membres des milices d'autodéfense, il y en a plein qui sont armés. Franchement, nous faire croire que les filles qui se mettent à tirer sur des pauvres manifestants désarmés, c'est quand même du délire. C'est passé un coup d'état là-bas, fasciste. Et le deuxième truc qui s'est passé, qui apparaît de façon maintenant assez indubitable, c'est que vous avez eu des snipers qui ont tiré à la fois sur la police et sur les manifestants. Il y a des vidéos très claires là-dessus, et des témoignages. On voit que c'est des gens qui étaient a priori dans les hôtels contrôlés par la soi-disant opposition. C'est un coup d'État assez... c'est un classique du coup d'État, vous tirez sur deux partis. Effectivement, on l'a vu notamment à la télé allemande, vous l'avez relayé sur votre blog. J'ai traduit sur le blog, j'ai traduit. Ça devait être sympa. Qui, eux, ont pour le coup quand même réussi à montrer ces images-là, Bien sûr. qu'on n'a pas vu chez nous. Mais il y a des témoignages très clairs. De toute façon, vous avez même cette conversation volée où on aperçoit qu'à Ashton, on lui dit, le ministre estonien lui dit, tiens, il semble que c'est les mêmes qui ont tué. Les mêmes balles qui ont... En partie, pas que. Il y a eu aussi effectivement des flics qui ont tué. Sur les mecs qui étaient armés, bonjour, ça s'appelle les combats de rue. Mais il y a eu aussi des pauvres, pour le coup, il y a aussi des pauvres innocents qui sont morts. Enfin, la proportion de vrais innocents qui morts là-dedans, à mon avis, doit pas être colossale. Ce truc-là, et on voit que maintenant qui enquête, c'est le nouveau procureur, qui est membre de Svoboda. On voit que l'enquête est complètement pipotée, qu'il n'y a pas d'enquête sérieuse là-dessus. On est vraiment dans un coup d'État qui a été orchestré. On est dans un coup d'État. Il y a un président élu, il est dégagé de façon tout à fait non conforme à la Constitution, puisqu'il aurait dû être mis en empêchement
enfin en destitution, pardon, il va y avoir une enquête, il va y avoir les 3/4 du Parlement qui vote sa destitution après plusieurs mois d'enquête, parce qu'il n'y a jamais eu ça, hein. En 2 jours il est parti. Le 21 février, il y a eu un accord qui a été signé entre l'opposition et le président. Le président a dit ok, je démissionne, on fera des élections en mai, je ferai un gouvernement d'union nationale, mais dans la nuit, les mecs sur Maïdan, ils n'acceptent pas ce truc-là, qui a été contresigné par Laurent Fabius, par 3 ministres des Affaires étrangères. On ne respecte pas cet accord-là pour le faire dégager tout de suite, en fait. Et puis les gens disent, on va aller le prendre, on va aller le tuer. Et quand on demande pourquoi il est parti, il dit, je craignais pour ma vie, effectivement. Il a compris qu'on allait l'assassiner. Et je pense que oui, vu les gens qu'il y avait, il avait de quoi, parce que... sinon il serait en prison alors qu'il est, pas au minimum. Je pense qu'il serait mort. Je pense vraiment qu'il serait mort. Vu les mecs qui sont là, ils vont pas prendre de gants. Et du coup, c'est ce processus-là qu'on appelle processus démocratique. Et par contre, le référendum en Crimée, là on dit non, c'est une annexion. Oui, alors ça c'est très drôle. Donc, vous avez ce coup d'État non constitutionnel. Après ils appellent ça révolution ou coup d'État, comme vous voulez. On a mis fin à l'ordre constitutionnel de l'Ukraine. Bon. Qu'est-ce qui se passe en Crimée? C'est quoi la Crimée? La Crimée, c'est une terre, pendant 2 siècles, elle a été russe. En 1954, Khrouchtchev l'a donnée, l'a coupée de l'a rattachée de la Russie à l'Ukraine. Quand Khrouchtchev fait ça, Khrouchtchev est ukrainien d'ailleurs, mais quand il fait ça, c'est dans l'URSS tout ça. Je veux dire, il fait exactement ce que ferait aujourd'hui Manuel Valls, qui prendrait un département de Languedoc-Roussillon pour le mettre en PACA. Vous voyez, c'est le truc. Ok, c'est un petit symbole, mais ça sert à rien, c'est le même pays. Mais quand arrive 1991, l'Ukraine part, et elle part avec la Crimée. Et d'ailleurs, il y a un témoignage que je vais sortir très drôle du fils de Khrouchtchev, qui a écrit un peu comment ça s'est passé. En 91, et le nouveau président ukrainien en 91 dit je fais quoi de la Crimée moi? Et il raconte que tout ça, ça se joue un jour, le jour où en gros Helsinki est en train de tuer l'URSS. Il explique mais que ça se passe pendant un déjeuner où Helsinki enchaînait vodka sur vodka, on ne pouvait pas lui parler quoi. Et ils s'en foutaient de la Crimée parce que lui, il voulait juste dégager Gorbatchev. Voilà à quoi ça se joue au niveau de la Crimée. La Crimée se retrouve en Ukraine. Attention, la Crimée, c'est pas une région d'Ukraine. La Crimée, c'est une république autonome dans l'Ukraine. Elle a un statut à part. Bon. Qu'est-ce qui se passe en Crimée? En Crimée, ils voient des gens. C'est fabuleux, les gens de Svoboda. Hein. Et je reviens sur cette extrême droite. Alors, les mecs sont antisémites. Mais il n'y a plus beaucoup de juifs, parce que les grands-parents, ils ont tous tués déjà. C'est quand même au cœur de la Shoah là-bas, l'Ukraine. Donc ils restent un peu antisémites, mais vraiment, leurs juifs, entre guillemets, actuels, c'est les Russes. Il y a une haine profonde du soviétique, et il y a des raisons aussi, sans doute la guerre est soviétique, enfin, il n'y a plus beaucoup de soviétiques en 2014 quand même, ils ont gardé cette haine du russe. Vous voyez des manifestations, d'ailleurs, ça aussi je l'ai mis sur mon blog, des manifestations dans le cœur dans le Lviv, cette ville, la capitale de l'ouest de l'Ukraine, l'ancienne Lemberg, qui a été une zone terrible pour la Shoah, d'antisémitisme, de collaboration avec les nazis. Là, vous voyez des jeunes qui se rassemblent dans la rue mais par centaines, et qui tout d'un coup se mettent à faire une manifestation, on veut rentrer dans l'Union Européenne, ce serait presque mignon, hein. Puis tout d'un coup, elles entendent dire, putain, il faut prendre les Russes. Et quand ils disent les Russes, ils disent les Ukrainiens qui vivent en Russie, hein. Enfin, les Russes d'Ukraine, enfin, c'est même pas un truc, c'est les gens chez eux déjà. Et vous voyez ça, tout d'un coup, il faut pendre les russophones. Hein, c'est gloire à la nation, vive la nation. Tous ces gens tiennent des discours aujourd'hui, ils seraient en prison chez nous, c'est du racisme. Quelque part, oui, c'est pas étonnant du coup qu'on voit que les gens en Crimée derrière votent 97% d'adhésion à la Russie quand ils voient ce qu'on a mis en place. C'est des gens qui vomissent les Russes. C'est des gens qui vomissent les Russes. C'est quoi la situation en Crimée? Alors, il y a une information, elle n'est pas très compliquée, c'est le dernier recensement. L'information, mais personne n'en a parlé. Trouvez cette information-là. J'ai fait une carte, moi, pour le montrer. Il y a combien d'Ukrainiens en Crimée en pourcentage de la population? Il y a 25%. Il y a 60% de Russes. Il y a une dizaine de pourcents de Tatars. Mais, je répète, il y a 60% de Russes en Crimée, 25% d'Ukrainiens. Oh, ça vous étonne qu'ils ne veulent pas rester en Ukraine? Parce que même les Ukrainiens, ils ne veulent pas tous rester. Les Ukrainiens sont mariés avec des Russes, ils parlent russe, ils sont dans une terre qui est toujours vue comme russe, ils préfèrent partir en Russie. Et puis accessoirement, je rappelle que le niveau de vie russe, c'est presque 4 fois le niveau de vie ukrainien. Il n'y a pas beaucoup de raisons de rester en Ukraine avec des gens à Kiev qui sont en train de vous dire que les Russes, il faut les pendre. Oh, sérieusement, c'est scandaleux ce truc-là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils organisent un référendum. Il y a eu quand même pas mal d'observateurs internationaux. Je dis qu'en gros, c'était plutôt juste. On peut critiquer des petits points, évidemment. Mais en gros, c'était plutôt juste.
Quand on regarde la population, quand on regarde comment c'est composé, c'est pas étonnant que 85% des gens, 85% de la population ait voté oui au final, évidemment. Le président du Parlement de Crimée a demandé à l'OSCE de venir pour le référendum. On va dire, attendez, sinon on va nous dire que notre référendum il est pipeau. Venez. Qu'a répondu l'OSCE? Ah non, il faut que ce soit les mecs de Kiev qui nous demandent de venir. Donc le gouvernement putschiste, effectivement, n'a pas invité. Attendez, sérieusement. Et plus fort, ça aussi je l'ai traduit. Qu'est-ce qu'il fait le gars? Il dit, bah non, attendez, faut pas partir comme ça, faut négocier. Comme en Suisse, regardez la Suisse, ça vit bien ensemble. Le gars qui est en train de comparer un gouvernement putschiste avec des fous furieux à Kiev, qui est en train de haïr les Russes, les mecs ils disent, non, négocier tranquillement, bah, ils préfèrent partir, t'es sensible à leur droit de partir. Alors, au nom de quoi le peuple de Crimée ne pourrait pas dire je pars? Non, parce que qu'est-ce qu'il fallait faire? On est toujours dans le deux poids deux mesures, où pour le Kosovo, là c'était le bon référendum, et pour la Crimée, là c'est le mauvais référendum. Oui. Guigou a dit c'est pas la même chose parce qu'il y avait eu des massacres au Kosovo. Ceci étant, quand ils sont partis, il n'y a plus de massacres au Kosovo. Mais peut-être que les Russes ont préféré partir avant les massacres. Moi, je leur dis là, non, je ne peux pas non plus les critiquer. Dire, au nom de quoi les types en Crimée ne peuvent pas dire on ne veut pas rester en Ukraine? Parce que finalement, la logique, on la voit bien. Hein. Qu'est-ce qu'ont voulu faire un peu les États-Unis et l'Union Européenne? Je ne sais pas dans quel ordre. On dit on va prendre tout. En gros, répète, hein, l'Ukraine, elle est en accord de libre-échange avec la Russie. C'est ça, elles sont ensemble. L'Union Européenne arrive, dit tiens, je vais tout prendre. Et attention, hein, personne ne part. Parce que si l'Est de Crimée veut pas de ça, si l'Est de l'Ukraine ne veut pas venir à l'Union Européenne, non mais franchement, où est le problème? Non, vous expliquez qu'il ne faut pas toucher à l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Bah, alors, laissez-la neutre. Mais le pays, il est coupé en deux. Si vous demandez de choisir, il ne peut pas choisir. Peut-être qu'à la majorité, ce sera 60-40 pour aller à l'Union Européenne. Mais les 40% ont le droit d'être respectés. Je veux dire, vous ne pouvez pas dire aussi, oh ben non, il y a 60% des gens ont décidé de tuer les 40% du pays et c'est démocratique. Ah ouais, mais il y a des limites quand même hein, là-dedans. Et le respect de la minorité, c'est ça aussi la démocratie. Alors, au nom de quoi faudrait faire un totem? Moi je préfère qu'elle soit unie, l'Ukraine après tout, hein, s'ils ont envie de rester ensemble. Mais vous ne pouvez pas dire, vous venez avec nous. Ou alors vous coupez le pays. Mais là, c'est on veut tout prendre et personne ne part. C'est quand même assez énorme ce truc-là. Non, parce que, excusez-moi, moi qu'on coupe l'Ukraine, ça me ferait autant de peine que le jour où on a coupé la Tchécoslovaquie en deux. Hein. Ouais, ça me ferait autant de peine que le jour où on a coupé la Yougoslavie en 28. Qu'est-ce qu'on en a à foutre qui coupe l'Ukraine en deux? Si c'est fait par des référendums locaux, qu'on demande bien l'avis aux gens, pourquoi avez-vous entendu quelqu'un dans cette affaire dire et si on faisait voter les Ukrainiens pour savoir ce qu'ils veulent faire? Avec l'OSCE, qu'on n'ait pas encore des trucs comme en Crimée en disant ce truc il est pas bien. Votez hein. Au pire, certains parlent de faire voter, mais attention, hein, toute l'Ukraine ensemble. Ah ouais, toute l'Ukraine ensemble, vu comment c'est fait, il n'y aura pas de décision particulière. Pourquoi c'est pas région par région? S'il y a deux régions de l'Est de l'Ukraine qui veulent rejoindre la Russie, en quoi c'est mal? Mais où est le problème? Et le problème de frontière, ça arrive que lorsque vous ne respectez pas la vie des gens. Hein. Ah, c'est quand vous commencez à vous dire non aux gens que là, vous avez les problèmes. Parce qu'en Crimée, qu'est-ce qu'il fallait faire? Alors, c'était quoi? Puisque c'est le mal qui s'est changé. Parce que Poutine n'a pas joué la frontière. On dit Poutine a posé. Le Parlement de Crimée a décidé de ne pas rester avec les fous furieux. Il a dit je pars d'Ukraine. Une fois qu'il est parti d'Ukraine, il a dit je veux aller avec la Russie. Moi, j'ai du mal à voir en quoi ça me pose un problème. Enfin, déjà, j'en vois vraiment pas dans l'analyse. Et alors, si vraiment j'oublie ces fadaises hein, de démocratie qu'on fait réelle politique, parce qu'il faut faire réelle politique. Hein, il y a 15 jours, il y avait le président chinois en France. Il y a les dissidents chinois, ça ne va pas empêcher de dormir. Hein. Non, parce que franchement, entre vivre en Ukraine, en Russie et en Chine, je vois où vraiment il ne faut pas aller. Hein. Non, c'est jamais personne. Hein. Ça va être business, toujours un business. Bon, en quoi français, qu'est-ce que j'en ai à battre, moi, de ce qui se passe en Ukraine, juste? C'est quoi on laisse les peuples décider eux-mêmes. Oui, bien sûr. Mais notre intérêt stratégique, il est quoi? Il est de bien s'entendre avec la Russie dans un monde normal. Et en plus, je viendrai peut-être en conclusion, mais la Crimée, elle part. Ben, la Crimée, elle part. Bon, ben, c'est très bien. Enfin, moi, ça me gêne pas. Et si le reste part, ça me gêne pas non plus. Mais non, les autres ne veulent pas et on se battra pour qu'ils partent pas. Parce que, voilà, je voulais en arriver là. Qu'est-ce qu'il fallait faire alors? Ben, il fallait envoyer des chars en Crimée. Et puis s'il y a des gens qui n'étaient pas d'accord, parce que ça veut dire Crimée, vous partez pas. Bon, ben, je pense que les gens n'auraient pas dit ah bah tant pis alors, on va rester avec les fascistes de Kiev. C'est pas ils nous aiment pas, on va attendre qu'ils viennent. Je pense que les gens auraient pris les armes. Enfin, en tout cas, moi j'aurais été là-bas, j'aurais pris les armes. En fait, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai analysé, j'aurais pris les armes pour me défendre. Parce que c'est juste pas acceptable. Alors il fallait faire quoi? Le modèle c'est quoi? C'est l'URSS Prague 68? Parce
Parce que ça, les mecs, à 68, ils ont dit on change pas les frontières. Hein. On va pas laisser quand même les mecs de Tchécoslovaquie partir. Si c'est ça le modèle, c'est quoi le modèle Alger 56? Ah ouais, parce que les mecs d'Alger, ils respectaient pas la Constitution française, ils ont voulu partir hein, en 56. Moi, j'aurais préféré qu'on les laisse partir, en fait, quand on veut pas. Hein. Cette histoire, c'est un... Il y a une jolie phrase de Renan hein, qui dit aussi qu'une nation, c'est quelque part un plébiscite renouvelé tous les jours. Hein. Il fallait pas faire en sorte que les gens de Crimée aient envie de partir. Ils ont chassé le président le 22 février. Qu'est-ce qu'ils font le 23 février? Ils font une loi au Parlement pour supprimer le statut officiel de langue régionale russe aux Russes. C'est-à-dire que les mecs, ils font la révolution. Le premier truc qu'ils font le lendemain dans un pays en faillite, c'est « Ah, surtout, il faut que les mecs, ils parlent plus russe. » Parce que c'est leur hantise, ça, qui parle russe. Ah ouais, bon, c'est sûr qu'il y a 90% de russophones hein, en Crimée, donc ça leur a pas plu. C'est une insulte énorme quand vous faites ça. Mais quand vous êtes assez bête pour faire ça, c'est sûr que les gens partent. Une nation, ça meurt aussi. Hein. C'est comme tout si c'est pas entretenu. Hein. C'est comme un couple. Ben là, il y a un des membres du couple qui a voulu partir. Démocratiquement, ils ont voté quand même. Ben alors on fait quoi? Enfin, moi, si votre partenaire veut partir, il y a deux solutions. Hein. Ou vous lui dites au revoir, ou vous lui tapez dessus. Et il n'y a pas beaucoup d'intermédiaires quand même hein, pour qu'il reste. Donc c'est ou les chars ou la Crimée part. Moi je préfère que la Crimée soit partie parce que j'aime bien quand les peuples sont contents et qu'ils manifestent, comme ça a été le cas, leur joie d'être partis. Maintenant on est prêt, enfin, on n'arrête pas d'hurler sur Poutine. Quel est le problème? Je vais faire remarquer que les seuls Ukrainiens qui à ce jour ont voté, c'est les mecs de Crimée. Hein. Parce que ce qu'on s'est demandé s'ils avaient envie d'avoir ces mecs-là au gouvernement à Kiev, qui a voté quoi? Rien. On dirait qu'il y a quelques députés derrière. Oui, enfin, vous savez, les députés, ils s'achètent tous là-bas. Hein, ils sont tous corrompus. Hein. Vous mettez le prix, les députés, ils votent pour vous. Ils ont même été contraints de signer, apparemment. Il y a carrément une délégation, même un groupe bien sûr. armé qui est allé bien sûr, il y avait les types de secteur 3. Bien sûr, mais ça, ils l'ont dit, il y en a plein qui sont partis. C'est vraiment un véritable coup d'État. Qui parle de voter? Qui parle de remettre un ordre? Rien. On nous dit juste, faut pas voter, faut rester, faut venir. Attendez, et j'ai pas fini, hein. 21 mars. Qu'est-ce qu'ils font? Ils signent l'accord d'association avec l'Union Européenne. En tout cas, ils ont signé que certaines parties. Ils n'ont pas fait encore l'accord de libre-échange. Ils ont signé toute la partie politique. Non, mais attendez. Mais d'où que ces gens-là, non élus, signent l'accord avec l'Union Européenne? Pourquoi ils ne font pas référendum pour demander? Ce serait intéressant de savoir. Non? Ah non, le gouvernement... Ah bah non, ils sont démocratiques. Ils ont tué quand même pas mal de monde pour y arriver. Dans ce que je parlais sur les événements, il y a eu 500 policiers hospitalisés, dont 150 blessés par balle, dont 30 policiers tués par balle. On ne doit pas avoir les mêmes définitions de révolution démocratique quand même. Hein. Après, il y a eu en effet une centaine aussi de manifestants tués, à mon avis, vu de nez, 70 armés et 30 innocents qui se sont fait tuer par les snipers. Hein. Je dirais comme ça à vue de nez. Mais enfin, voilà la situation. Et on est en train de primo soutenir. Voilà, c'est fasciste. Alors, Svoboda, plus les autres hypernationalistes, sont le tiers des sièges de gouvernement. Un autre tiers, c'est des gens qui viennent de Lviv, la ville des néo-nazis. Enfin, c'est quand même rigolo. Vous regardez le gouvernement, ils viennent tous de l'Ouest. Il n'y a presque personne du centre, aucun de l'Est du pays. On n'a pas les mêmes visions aussi d'un gouvernement d'union nationale hein, là-dedans. Voilà, nous on soutient ça, on hurle sans arrêt sur les Russes. Alors évidemment la situation s'est envenimée, parce qu'au lieu de ne pas le reconnaître, il suffisait de s'arrêter à l'accord du 21 février, hein, qui avait, je répète, signé par Fabius. Il suffisait de dire, ah non, attendez, le président, c'est Yanukovych, il va y avoir des élections, mais non, on ne renverse pas tout l'ordre constitutionnel, hein, on ne va pas céder à quelques milliers de fascistes dans la rue. On n'a pas fait ça. Évidemment, on se met à soutenir un gouvernement d'extrême droite, dont une des premières décisions est de supprimer le statut de langue russe, enfin, allez, un peu plus tard, de signer malgré tout l'accord avec l'Union Européenne, et on s'étonne que ça se passe mal. Mais les mecs russophones de l'Est de l'Ukraine ont des droits aussi. Du coup, évidemment, les Russes voient ça. Alors moi, je pense à Poutine. Tout d'un coup, ils voient un coup d'État en face. Ils voient des gens qui vomissent les Russes. On voit des gens qui manifestent à la mémoire de Stepan Bandera, hein, qui a été le chef des nationalistes ukrainiens qui ont collaboré avec les nazis. Il voit ça à sa frontière. Ça aussi, on oublie, mais il y a eu 27 millions de soviétiques tués pendant la guerre. 27 millions de morts. C'est 5 fois la Shoah. C'est très drôle, on en parle assez peu. 27 millions de morts.
c'est les mêmes, C'est ils le pays qui vénèrent. a versé le plus lourd tribut à Très loin, c'est 500 000 morts les États-Unis. Hein. Mm. Et 500 000 morts, 27 millions, on voit qu'ils arrêtaient les nazis quand même. Et les pauvres Russes en plus sont parfois d'une. Ils comprennent pas, ils disent on comprend pas. Enfin, avec tout ce qu'on a fait pour libérer l'Europe du nazisme, comment ils nous font ça les Européens? Et c'est vrai, comment on leur fait ça aux Russes? Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est leur pays à la frontière. Dans les États-Unis, ils font des révolutions partout dans la planète. Hein, ils ont dézingué alors, de l'Iran en 1952, au Chili en 1973. On continue sans arrêt. C'est-à-dire qu'ont fait les Russes, et puis rien. Alors évidemment, maintenant, ça s'agite dans l'Est de l'Ukraine. On hurle en disant que c'est Poutine qui est derrière. J'ai jamais vu une preuve que c'était lui. Et très honnêtement, je ne pense pas que c'est lui. Il n'y a pas intérêt. Pas plus que nous, on aurait intérêt qu'il y ait tout d'un coup des francophones dans l'ouest de l'Allemagne qui foutent le feu en disant hein, ça va pas, on veut des... Attendez, quand c'est votre partenaire commercial, vous avez intérêt à ce que ça se passe plutôt bien, sûrement pas qu'il y ait des conflits, sachant qu'il va y avoir des sanctions de l'Occident et compagnie. Attendez, il faut être un petit peu l'épée sur terre. Et maintenant, qu'est-ce qu'on entend? Qu'ils seraient prêts à envahir l'Ukraine. Mais ces gens sont fous. Les États-Unis ont envoyé 150 soldats dans les pays baltes pour les rassurer. Ouais, attendez, vous voyez ça dans les journaux tout d'un coup? C'est pour faire quoi? Pour faire peur tout le monde? Parce que 150 soldats, ils vont pas arrêter l'armée russe. Hein. Qui peut croire 2 secondes que la Russie va envahir un pays membre de l'Union Européenne? On est chez les cinglés. Ça vous fait la une comme ça? Oui, moi si je vous dis, je vais pas vous taper, hein. Je vais pas vous taper, attention. Ben non, je vais pas vous taper, c'est pas la peine de lui hurler qu'on va pas le taper alors. Enfin, c'est stupéfiant. L'Union Européenne et les États-Unis, en faisant ça, ils savaient très bien que ça allait pas bien se passer avec la Russie, ça ne pouvait pas bien se passer. Ou alors ils espéraient que la Russie finalement se dirait... Il y a un degré de crétinisme là-dessus qui est quand même déjà phénoménal, un degré d'arrogance. Attendez, qui décide ça? C'est Herman Van Rompuy et Emmanuel Barroso? Oh, tout va bien? Au pire, il va demander l'avis à François Hollande, peut-être qu'il va téléphoner à Harlem Désir, vous voyez. On se dit, oh là là, attends, ça va phosphorer, là, eh oui, attendez, il y a du QI, là, hein, quand même, faut pas... Il y a de la stratégie. Attendez, il y a quand même une bande d'imbéciles qui se sont dit, c'est pas grave, les Russes, de toute façon, ils vont fermer leur gueule comme d'habitude. Mais si vous regardez... C'est un peu simple quand même comme explication, de se dire que... Mais c'est des gens très simples, hein, vous savez, Herman Van Rompuy, il est quand même simple. Ils sont quand même pas si stupides que ça, ils savaient très bien qu'en allant titiller Poutine à ses frontières, ça créerait du grabuge, et potentiellement c'est une escalade vers un conflit armé. Ils s'en rendent compte quand même. Je veux dire, l'explication qui consiste à dire ils sont stupides... Vous savez, la bêtise est souvent la meilleure des explications, hein. Bien avant le complot et ce genre de choses, c'est ce qui se passe. Mais je pense que dans leur tête, enfin, c'est juste la 20e fois qu'ils le font. C'est juste la 20e fois qu'ils le font. Hein, j'ai déjà fait des couveuses en Irak, je suis retourné en Irak, j'ai menti, je suis allé demander à l'ONU pour la Libye, et ils m'ont dit oui, vous pouvez survoler, tiens, j'ai bombardé tout le monde et puis j'ai tué Kadhafi. Mais s'ils continuent à s'essuyer les pieds, mais sauf que là, ils le font à la frontière russe. Ah bah oui, et puis en face, ils ont quelqu'un qui défend les intérêts des Russes. Ah ouais. Ah c'est sûr. Mais ils n'ont pas bien compris, parce que, regardez en Russie, moi il y aurait François Hollande, je suis sûr qu'il aurait fermé sa gueule. Hein. Ah bah oui, mais il se trouve qu'il y a juste quelqu'un qui défend ces choses. Mais regardez, il y aurait eu De Gaulle en France, ça se passerait pas comme ça. Est-ce qu'on s'est fâché? J'en ai parlé il y a 2 minutes de Prague en 68. Est-ce qu'on s'est fâché à l'époque avec les Russes? Alors qu'il y aurait eu matière pour le coup. Là, les Russes envoyaient des chars pour quand même mettre un pays. De Gaulle, oui, il a protesté, il a fait des trucs, enfin ça va, c'est pas allé bien loin. Là, il y a un truc où les Russes, moi jusqu'à preuve du contraire, je veux bien, je suis pas russophile particulièrement, mais moi je suis plutôt pro-français. Je sais que c'est pas la mode, hein. Bien sûr, je suis un grand nationaliste, hein. Puis si on pouvait arrêter d'étendre l'Union Européenne, ce serait bien aussi. Mais voilà, qu'est-ce qu'on a fait? Notre intérêt, c'est de bien s'entendre. Est-ce qu'il y en a une preuve que la Russie est derrière les événements de l'Est? On vous dit, oui, il y a 2 jours dans le New York Times, des photos truquées qui disent, regardez, c'est les Russes qui sont derrière. Au bout de 2 jours, on a démontré que c'était faux. C'était de la pure propagande, du montage. Hein, on voit qu'il y a une manipulation du gouvernement ukrainien pour nous obliger à nous fâcher avec les Russes. On a eu la preuve. Hein. Là, il n'y a pas de discussion. Normalement, moi, quand je vois ça, il y aurait de quoi aller casser la figure au gouvernement ukrainien. Hein, puisqu'il y a un dossier constitué par le gouvernement ukrainien, on a les preuves que les trucs sont manipulés. Non, on dit rien, on ne se fâche pas, on sourit, on engueule les Russes. Attendez, mais c'est sûr que les Russes, ils vont le prendre très mal. Donc évidemment qu'on est en train de dire aux Russes, on ne peut pas nous faire confiance. Mais je pense qu'on est surtout en train de leur dire, on est cinglés, parce qu'à ce niveau-là, moi, de ce que j'ai vu, on est cinglés. Les Américains sont un peu inconscients. Mais ils s'en foutent, les Américains. Au pire, s'ils fâchent avec les Russes,
ils n'achètent pas de gaz russe, ils ne commercent pas beaucoup avec la Russie c'est de l'autre côté de la planète pour eux, ils s'en foutent un peu. Hein. Il y a les seuls qui sont emmerdés, c'est l'Europe. C'est-à-dire en fait, ils ont utilisé un peu, parce qu'ils sont quand même dans le coup, on sait qu'ils ont dépensé des milliards aussi pour organiser tout ça depuis, ça fait 15-20 ans qu'ils sont actifs sur le terrain, hein, ça tombe pas de nulle part ce coup d'État. Donc c'est-à-dire qu'ils utilisent un peu l'UE comme une espèce d'airbag pour pousser la Russie dans ses retranchements et ne pas prendre les coups en retour. L'UE, c'est marqué dessus, c'est fuck the EU. Voilà, je peux pas faire mieux quand même. C'est dit. Puis d'ailleurs, regardez, si je voulais poursuivre un petit peu, ça s'appelle comment le machin? Europe. Ça s'appelle Europe, notre truc. C'est quoi Europe dans la mythologie? C'est bien une femme qui s'est faite violer par Zeus. Oui. C'est ça là. C'est marqué dessus. Allez-y. Hein, c'est marqué. Hein. C'est marqué dessus. Je peux pas faire mieux. Le symbole qu'on a pris, c'est une femme violée par Zeus. Bon, bah, avec un c'est Zeus, on a compris, c'est marqué, ils ont dit pas. Ça pouvait pas bien se passer, effectivement. Ça pas, regardez, ils ouvrent un truc de mythologie. Ah bah voilà, fuck the you, marqué. Bah, ils y vont. C'est ça qui se passe. C'est marqué dessus, effectivement. Donc en fait, tout ce travail là sur l'Ukraine, vous venez de lancer une série sur votre blog où justement vous repartez un peu de... Ah oui, on va repartir de zéro, de l'histoire, de l'économie, on va développer tout ça, l'histoire de la guerre, les pogroms des juifs, il y aura un petit mot dessus pour comprendre ce qui s'est passé là-dedans sur ces terres qui sont gorgées de sang. Et de voir que c'est les mêmes qui honorent ces choses-là, qui arrivent au pouvoir, plus le dérouler, hein, ça va me prendre un mois, mais il faut quand même poser les choses et revenir à des faits. Donc il y a une série d'environ une trentaine, 30-35 billets qui va s'articuler comme ça sur un mois de temps. On va aller jusqu'à l'élection, s'il y a une élection en Ukraine, bien sûr, mais ça vaut le coup. C'est l'événement le plus grave depuis la crise des missiles de 62, ce truc-là, hein, qui va marquer. Vous l'avez cité tout à l'heure, c'était très drôle. Hein, aujourd'hui, il y a Eurocard, Mastercard qui sont en train de pleurer. Ils sont en train de dire, bah non, les Russes maintenant ils font leur. Parce que, hein, il y a eu des sanctions. Alors, il y a des sanctions américaines maintenant contre la Russie et de l'Union européenne. Je répète, il n'y a pas une preuve que la Russie ait fait quoi que ce soit là-dedans. Hein. Le truc qu'ils ont fait, les fous ont fait un référendum. Ah, je comprends que ça les énerve en Union européenne. Hein. Il y a un mec qui fait des référendums. Les démocrates, donc forcément. Oh là 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 là. Attendez, si on fait des référendums, on fait quoi? Alors on fait un référendum d'Angleterre, il se barre, il n'y a plus d'Union européenne si on fait ça. Puis attendez, là où Poutine quand même est vraiment sadique, hein, c'est-à-dire qu'il fait un référendum, les gens s'expriment, il les écoute. Attendez, il n'y a plus de traité de Lisbonne si on fait ça. Non mais attendez, ce gars fait quand même des choses, il faut vraiment le punir. Il est important de faire monter la pression et de se fâcher avec lui. Ah, attendez, en plus c'est le premier fournisseur mondial, le premier exportateur mondial d'énergie. Ah, si c'est pas une bonne raison de se fâcher avec, c'est quand même rien. Les États-Unis on dit qu'ils vont nous aider, ils sont quand même importateurs nets d'énergie et puis ils vont le rester pour longtemps les amis. Ça vaut le coup, c'est les mecs qui n'ont pas d'énergie, mais ouais, ils vont nous en donner. Enfin, on est chez les cinglés. Enfin, les intérêts stratégiques de la France sont bafoués à un niveau... voilà. Alors d'un autre côté, je suis l'économie, c'est le même niveau d'ânerie, hein, d'aller signer un TAFTA, on en a parlé, hein, c'est de la connerie concentrée, vous voyez. Mais quand on arrive sur de la diplomatie, avec les conséquences que ça a, c'est fabuleux. Donc effectivement, Eurocard Mastercard a coupé en gros les connexions avec quelques banques russes il y a 3 semaines à cause des sanctions des États-Unis. Et puis les Russes ont dit, bon, bah, c'est pas grave, on va faire notre propre système de paiement. Et puis aujourd'hui, ils sont en train de pleurer en disant, bah alors on est en train de perdre le marché de la Russie. Ah ouais? Puis tu vas bientôt perdre celui de la Chine, les compagnies. Parce que, qu'est-ce qu'on renvoie comme message? On renvoie qu'on ne peut pas compter sur l'Occident. Hein, il y a des menaces aussi sur SWIFT pour couper toutes les connexions financières avec la Russie. Alors comme en plus le système bancaire est interconnecté, c'est assez risible. Ça ne se fera pas, parce que pour le coup, là, de toute façon, ils ne nous paieront plus, sinon les Russes, ça va être difficile de commercer avec eux. Mais on est juste en train de dire à la Chine, à la Russie, à l'Inde, faites gaffe, parce qu'aujourd'hui, en fait, on a une espèce de monopole, puis on vous coupe les vivres quand vous voulez. Bah, les gens ils vont dire, on va arrêter de vous laisser le monopole. Mais s'il y a vraiment un truc à pas faire, si on revient à qui gagne, hein, si on veut garder les 60% pour les 6%, bah, maintenant je peux en aller peut-être à 30 et 6%. Enfin, il y a un déséquilibre injustifiable. Mais si on veut le garder, il faudrait être intelligent. Non, vraiment, on est fait bêtise sur bêtise. Et finalement, est-ce que c'est pas un mal pour un bien? Parce que finalement, ça va précipiter l'effondrement de cette espèce d'empire, notamment qui repose sur le dollar, qui aujourd'hui qui est en vérité une fausse monnaie. C'est pareil, si les Russes s'émancipent du dollar, je sais pas, en 1914, je pense qu'en 1914, il y a dû y avoir des gens qui ont dit, tiens, c'est bien, on va faire une petite guerre vite fait, bien fait, ça va accélérer la décomposition de l'Empire autrichien. Ce qui est vrai, hein, c'est infini, mais il peut y avoir des dommages sympathiques quand même.
hein, et il peut tout à fait y avoir une probabilité d'une chance sur deux que ça finisse très mal, ce truc-là. Alors très mal, pas par une guerre, ça c'est sûr qu'on ne va pas envoyer des soldats là-bas, hein. Mais il suffit qu'ils se fâchent, c'est-à-dire il y a de quoi mettre à terre le système économique occidental, hein, une très grande fragilité. Si tout d'un coup les Russes se mettent à vendre en masse des bons du Trésor américain, plus ou moins avec la Chine derrière, notre système, enfin prenez bien des photos de notre économie, elle va bientôt être répartie façon puzzle, hein, comme disait l'autre. Donc c'est extrêmement inquiétant. Peut-être que ça se finira bien. Ça aurait dû finir bien depuis longtemps cette histoire-là, malheureusement. Enfin, je dirais si en été, on dit bon, ça aurait dû être réglé depuis longtemps. Et on soutient des néo-nazis, les néo-nazis sont toujours là, ils sont en train de foutre le bon son partout. On signe malgré tout l'accord avec l'Union Européenne. Ouais, parce que quand ils ont signé, ils n'ont pas signé l'accord de libre-échange, mais il faut savoir aussi que l'Union Européenne a déjà ouvert toutes ses frontières aux produits ukrainiens. Donc ça, les multinationales sont en train de se dire « Ouh, main-d'œuvre 30% moins chère qu'en Chine, en Ukraine, miam miam pour l'industrie européenne, ça aussi. » Bon pour le chômage en France encore. Ah oui, ça va pas s'inverser la courbe du chômage, hein, ils ne sont pas décidés. Oui, mais ça, on l'a déjà fait, oui, c'est une fuite en avant, on est juste en train de se dire « S'il vous plaît, mettez quelqu'un d'intelligent 2 secondes, qui arrête de regarder TF1, de lire Libération et d'écouter France Inter, qui va juste réfléchir 2 secondes à c'est quoi nos intérêts stratégiques, qui va dire que l'Ukraine, c'est quand même pas très important et qu'on va arrêter de se fâcher et de déclencher des problèmes géostratégiques majeurs pour des nationalistes à l'ouest qui sont aussi en train de se battre contre des nationalistes à l'est qui sont, à mon avis, peut-être sans doute pas plus respectables les uns que les autres. Moi j'ai juste envie de savoir pourquoi on est en train de mettre en péril mon économie, peut-être mon emploi, mon épargne, pour des gens comme ça quand même. Enfin, c'est stupéfiant. Donc il est grand temps de signer un cessez-le-feu. Effectivement, et on suivra dans les semaines qui viennent avec attention un peu le déroulement des événements. On pourra notamment le suivre sur votre blog, donc les-crises.fr, donc dans les semaines qui viennent avec votre série pour approfondir cette question. Merci Olivier Berruyer. Merci beaucoup.